Le rythme effréné dans lequel on vit dans nos sociétés occidentales, c'est insoutenable. Puis je pense que c'est là tout le cycle, tout le rythme qu'on s'impose et qu'on ne voit pas quel effet ça a sur nous, sur l'humain, que c'est pas compatible à certains niveaux. Mais justement, on va voir la réaction au fait que c'est pas soutenable. Hey, hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la patrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Depuis l'enfance, on prend souvent l'exemple du Québec en matière d'éducation et de parentalité. Est-ce qu'il y a vraiment tant d'écart ? Est-ce que la façon de considérer les enfants est différente ? Est-ce que la prise en charge maternelle est à la hauteur de ce que méritent les femmes ? Est-ce que réussir sa vie pro et perso est possible ? Ou en tout cas, encouragé au Québec ? Ce sont les thèmes que l'on a abordés avec le duo de podcasteuses nord-américaines Dr Laurie Zéphirin et la journaliste Jessica Brazo. Elles ont toutes les deux créé un podcast qui s'intitule Comment ça va, maman ? Pour sortir les mères de leur solitude et de leur questionnement face à la parentalité. C'est vraiment intéressant d'avoir leur regard depuis le continent nord-américain qui est influencé par l'Europe, mais donc aussi par les États-Unis. Dans cet épisode, on parle également du concept de mom rage, le terme anglophone qui signifie la rage maternelle. Et Laurie Zéphirin, qui est docteur en psychologie, vous guide pour comprendre ces accès de colère soudains qui ne nous ressemblent pas vraiment, mais qui caractérisent un pan de notre maternité. Moi, je le ressens de temps en temps, pour être honnête, quand je pète les plombs, avec des guillemets évidemment, je sais que je suis dérégulée, que je ne suis pas alignée avec moi-même. Et cet état me fait souvent flipper et culpabiliser, et je sais que c'est un état qui fait peur à mes enfants. Et pas de panique, Laurie va vous donner des clés. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Laurie, salut Jessica. Alors c'est la première fois que je fais un podcast avec des gens à l'étranger déjà, je suis en train de me dire, avec des invités... Attends, est-ce que j'ai déjà fait... Non, parce que c'est des Français, mais des étrangères. Des étrangers, parce que on parle la même langue, mais on n'est pas de la même nation. Et avec 2 invités, donc je présente, il y a Jessica qui est là, qui est journaliste, et il y a Laurie qui est psychologue, qui est docteur en psychologie. Donc toutes les deux, vous êtes québécoises. Oui. Vous avez créé la plateforme Maman ça va maman, pardon. Et donc déjà, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez débuté cette plateforme et comment est né votre duo. Ah ben notre duo, en fait, il est né parce que j'ai rencontré Laurie. J'avais un projet de podcast. J'ai eu des jumeaux. Moi, j'ai eu 3 enfants en 2 ans. Ça te donne un portrait, là. Je les ai eu très rapprochés. Les jumeaux, ça a été une grosse surprise dans ma vie. J'ai trouvé ça extrêmement difficile à gérer. Donc, je voulais faire un podcast là-dessus, sur la gémellarité. Ça allait s'appeler « Comment survivre aux jumeaux », je pense. Puis, je cherchais une psychologue qui avait déjà eu des suivis, peut-être avec des jumeaux. Puis, j'essayais de comprendre. Puis, j'ai rencontré Laurie. Puis là, finalement, ça a été comme un coup de foudre professionnel.
Là, on a fait une entrevue, ça a super bien été, puis la pandémie est arrivée tout de suite après. Puis on s'est dit, il faut faire quelque chose pour aider les mères qui sont à porter tous les chapeaux. Puis on a lancé le podcast Ça va maman. Puis ensuite, ben là, on en demandait plus. Puis là, c'est devenu une plateforme, c'est devenu des conférences, c'est devenu plein d'outils. Fait que c'est vraiment parti d'un désir de... Je pense en tout cas, mon désir personnel, c'était vraiment de me comprendre comme mère, comme... On est toutes différentes, on vient toutes de différentes places, on n'entre pas dans la maternité par la même porte. Puis pourtant, ce qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, c'est un modèle de mère, tu sais. Fait qu'on s'est dit qu'on allait ouvrir à ça. Laurie, elle, ta mission, c'était peut-être plus avec ta profession aussi, là? Oui, ben moi en fait c'est que je m'intéressais déjà à la santé mentale maternelle avant, puis j'ai eu une formation surtout en attachement parent-enfant. Donc quand j'ai rencontré Jessica, déjà j'avais rencontré beaucoup de mamans dans ma clinique et je me disais là il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à la santé mentale maternelle. Faut qu'on aille à la rencontre des mamans, il faut qu'on leur explique un peu qu'est-ce qu'elles vivent pour qu'elles soient capables de comprendre et que la maternité soit moins comme une lourdeur sur leurs épaules. Donc quand j'ai rencontré Jessica, je me rappelle qu'à travers ces questions, moi ça m'allumait parce que je me disais OK, là, je vois qu'est-ce qu'elle a lu, je vois qu'est-ce qu'elle a entendu, mais il y a comme une espèce de dérive entre la théorie, la clinique, puis la performance, justement, que certaines mamans peuvent s'imposer. Fait que là, je me suis dit, OK, on va aller vulgariser la santé mentale parentale pour que les mamans, les parents qui vivent déjà des défis, mais qui puissent s'aider un peu. Fait que tout ça, c'est ça, en rencontrant Jessica puis nos deux idées ensemble, on s'est dit, allons à la rencontre, allons aider. Puis pendant la pandémie, tu sais, nous aussi, là, on était avec nos familles chez nous. Fait que là, on faisait coucher les enfants, puis le soir, justement, on allait dans nos sous-sols, on enregistrait des balados. Puis c'est vraiment le retour des mamans qui nous a fait, OK, là, on réalise à quel point les mamans avaient besoin d'entendre ce genre de discours-là. Là. Ouais. Ouais. C'est vrai que la pandémie, ça a exacerbé beaucoup de problématiques autour de la parentalité, parce que je pense que pour certaines, ça a été un cauchemar d'être enfermées avec leurs enfants sans ressources extérieures. Et bah, c'est vrai que même moi, je le vois au niveau de mon podcast, ça a été un pic d'écoute beaucoup plus fort. On a tous cherché des solutions ou même juste de se dire, je suis pas seule, il y en a d'autres qui vivent la même chose. Alors aujourd'hui, on voulait parler un peu des différences, des petites ou grandes différences d'ailleurs, entre nos deux nations, nos deux cultures, sur le fait de devenir parent. Déjà, comment est-ce que c'est vu au Québec, la parentalité? Ouais, c'est vraiment intéressant. Je pense que au Québec, il y a une grande valeur qui est accordée à la parentalité, même que on va voir un peu plus de jugement envers ceux qui ne veulent pas d'enfants. Donc, il y a quand même une grande valeur qui est accordée à la parentalité. Il y a une grande valeur aussi au Québec qui est accordée au développement de l'enfant. Tu sais, on a quand même des belles politiques qui sont là depuis vraiment longtemps. Fait que les parents qui deviennent parents, les adultes qui deviennent parents, voient ça comme étant précieux, voient ça comme étant vraiment quelque chose à bien accueillir dans leur vie, puis tu sais, ils veulent essayer de faire du mieux qu'ils peuvent, mais en même temps, c'est là que justement, des fois, ça vient affecter un peu la santé mentale, c'est que c'est tellement précieux, on voit tellement à quel point ça a une grande valeur, le développement de l'enfant, on veut tellement offrir le meilleur aux enfants, que ça fait en sorte qu'à un moment donné, ben la pression, elle est là, la performance, elle est là. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on voit la parentalité au Québec. Moi, j'avais l'impression aussi que ça allait de soi. Tu sais, tu te poses pas tellement la question, est-ce que je vais être... Je pense que je côtoie, mettons, ma sœur ou la génération de 30 ans qui se disent, est-ce que je veux vraiment des enfants avec les questions environnementales, avec tout ça? Mais en tout cas, moi, ma génération, je suis pas si vieille que ça, mais je me suis pas posé la question. C'était comme, j'allais être mère. C'est ça le parcours. Ça allait de soi. Fait que ça arrive avec, toutes les générations derrière moi sont devenues mamans, là. Fait que ça doit pas être compliqué, là. Ça doit pas être si difficile que ça. Puis là, tu rentres là-dedans, puis tu es comme, oh! Non, c'est beaucoup plus difficile que je pensais. Les questionnements, je les pensais pas. On en a peu parlé. Je pense que c'est quand même nouveau qu'on parle de santé mentale maternelle. Donc, tu sais, la matrescence, moi, j'avais jamais entendu ça avant d'être mère, avant de rencontrer Laurie, en fait. Donc, tous les questionnements que j'avais, moi, c'était quand même difficile, entrer dans la parentalité. Je me questionnais beaucoup, mais tu sais, mon niveau de compétence parentale était pas très élevé. Je pensais que j'allais être mère, tu sais, entre la mère idéalisée que j'avais, je pensais que j'allais avoir les compétences, puis hey, je viens d'une bonne famille, je vais reproduire. Mais finalement, il y a tellement de choses qui se passent que ça n'a pas été comme ça du tout que je suis rentrée dans la parentalité. Fait que moi, c'était plus, je pensais que ça allait être facile. Puis finalement, ou les difficultés allaient être
au niveau du sommeil, hein, tu dors pas assez, OK, au niveau de la gestion des virus, mais il y a tellement de choses qui se passent dans ton corps, dans ta tête, dans ton identité, que ça, j'avais jamais regardé ça, puis j'en avais jamais entendu parler non plus. On le sait, moi je le sais en tout cas que la politique autour de la parentalité de la petite enfance est vraiment différente. Nous, on vous cite souvent en exemple parce que vous êtes un pays francophone, donc forcément il y a une similarité, et parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont exilés. C'est vrai. Et notamment, j'en connais qui sont aussi allés parce qu'il y a une meilleure politique au niveau du congé maternité et paternité. Est-ce que, Laurie, tu peux nous expliquer ce que c'est la répartition chez vous? Ben en fait ici notre congé parental est de 1 an. Normalement c'est la maman là. On peut parler de charge mentale et tout ça, mais normalement la maman va prendre 1 an. Ceci dit, c'est un congé parental qui est flexible, c'est-à-dire qu'on peut partager des semaines. Là je me rappelle plus tout à fait, mais exemple il y a un nombre de semaines que c'est pour la maman. Mon souvenir c'est aux alentours d'une 20aine de semaines, c'est exclusif à la maman, et le reste des semaines on peut le partager justement avec le conjoint ou la conjointe, et ça permet d'avoir de belles flexibilités. C'est-à-dire, peut-être que moi, je vais prendre un peu moins du congé parental, puis je vais avoir moins de salaire, mais ça va faire en sorte que je vais avoir mon conjoint ou ma conjointe avec moi à la maison pendant plus longtemps. On peut être 2. On parlait tantôt de gémellarité. Ici, justement, il y a un peu plus de congé parental pour le papa ou la conjointe quand il y a 2 enfants, quand on est dans un contexte de jumeaux jumelles. Fait que tout ça, c'est des éléments qui viennent vraiment aider à soutenir les parents dans la transition à la parentalité. Ceci dit, ça vient aussi avec un niveau d'isolement. Nous, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup des nouvelles mamans, c'est-à-dire, moi, ça fait 1 an que je suis un peu toute seule à la maison à m'occuper des charges du quotidien. Des fois, il va y avoir des enfants aussi qui sont plus grands, et ça donne, tu sais, le fameux mot congé. C'est pas un vrai congé, là. Oui, c'est une pause du travail, mais dans la réalité, c'est maman qui s'occupe justement de toutes les tâches au quotidien, d'avoir à se réveiller la nuit, papa va travailler, etc. Fait que ça peut créer des déséquilibres dans la parentalité par rapport à ça. Fait que c'est ce type de discussion-là ou de réflexion-là que nous, on est exposés. C'est-à-dire, oui, c'est beau, c'est une belle politique, c'est aidant, puis il faut savoir que le revenu qui revient, là, le salaire, c'est quand même quelque chose qui affecte les finances du couple. Tu sais, vers la fin du congé parental, dépendamment du programme qui est choisi, la maman va se retrouver avec 50% du salaire qu'elle gagnait avant de partir en congé de maternité. Fait que ça veut dire que c'est quand même un poids sur les finances. Puis nous, on va le voir, les mamans qui vont dire « Hey, comment est-ce que vous faites pour y arriver? » Là, les dépenses, tu sais, le loyer, l'épicerie, etc., c'est là, mais j'ai 50% de mon salaire. Fait que comment est-ce que ça demande une petite adaptation, là. Oui, puis il y a des semaines partageables là, entre le père et la mère, mais reste que les salaires, de façon générale, malheureusement, entre hommes et femmes, sont pas encore égalitaires. Fait que quand tu es dans ton congé parental, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qui prend le congé? Mais on va y aller avec la personne qui va être moins impactée au niveau du salaire. C'est-à-dire que celle qui fait le plus d'argent va continuer à travailler. Donc, malheureusement, c'est encore les hommes, souvent, bien que la femme aimerait retourner au travail, mais c'est peut-être pas une possibilité financière. Fait que oui, c'est super. Sérieusement, on va pas dire que c'est pas une belle politique. Oui, ce n'est une, mais ça vient encore avec des inégalités qui sont présentes, là. Alors, en fait, ce que je me pose comme question, c'est que le modèle scandinave, c'est à peu près le même que le vôtre dans la répartition des congés. Et eux, en revanche, pour la solitude, pas tous les pays, je crois, mais ils ont mis en place où, avec le pédiatre ou médecin de famille, ils vont être assignés à un groupe de mamans qui ont les mêmes âges d'enfants. Et donc, toutes les semaines, il y a des rendez-vous, il y a des activités, il y a des lieux pendant tous les 1 an de congé pour que justement, il n'y ait pas cette solitude. Il n'y a rien d'organisé pour vous? C'est pas de façon systématique, là, dans le sens où c'est à la maman qui est déjà fatiguée, qui est déjà isolée, qui doit faire les démarches pour trouver est-ce qu'il y a un centre communautaire proche de chez moi qui fait des activités. Et nous, on vient, exemple, de Montréal, la région de Montréal, fait que c'est-à-dire que des ressources périnatales, il y en a quand même quelques-unes, il y a du choix. Mais si je me retrouve un peu plus loin en région, cet accès-là à des ressources périnatales, des fois, est beaucoup plus limité. Des fois, justement, c'est difficile. Il faut prendre la voiture, il faut prendre la coquille pour aller avec bébé, etc. Fait que c'est tout ce genre d'éléments-là que nous, on amène à travers notre plateforme, là, la population à prendre conscience, c'est quoi les enjeux que les mamans vivent. Et du moment qu'on les sait, on est capable d'offrir un peu plus des ressources, de l'aide. Ça va, maman, j'ai l'impression, oui, il y avait la pandémie, mais c'était aussi le fait qu'on pouvait aller
vers la maman. Tu sais, c'est-à-dire que je suis chez moi, peut-être que mon enfant a pas fait une bonne nuit, peut-être qu'il est un petit peu malade, ben je peux quand même avoir une communauté de mamans qui est connectée à moi dans mes oreilles à travers les plateformes qu'on a en ligne. Fait que ça permettait justement d'avoir un peu plus de flexibilité. Ouais. Oui, donc en fait, c'est au lieu que ce soit la mère qui fasse l'effort de se déplacer, vous vouliez créer quelque chose où on leur apporte chez elles le réconfort. Est-ce que la santé mentale parentale et maternelle, elle est taboue au Québec ou c'est vraiment un sujet qui est mis en avant dans les politiques publiques? Moi, j'ai le goût de dire tabou, là, juste parce que, comme je disais tantôt, que la parentalité allait de soi, c'est comme si, ben, t'as voulu des enfants, chiale pas, tu sais, puis donc, subis un peu ce qui se passe. On est passé par là, nous aussi, à ton tour. Moi, c'est comme ça que je le vois. Laurie, toi, tu penses quoi? Ouais, moi aussi, je suis un peu d'accord. On en parle quand même. Tu sais, je vais quand même dire qu'on a certaines plateformes, on a certaines politiques qui sont là, qui mettent de l'avant la santé mentale parentale, mais où moi, je trouve que ça manque, c'est qu'on va parler, on va valoriser, j'ai envie de dire, la santé mentale parentale quand on tombe dans de la psychopathologie. On va parler de dépression postpartum. On va parler justement de burn-out, etc. Mais toute la notion de matrescence, qui est dans la normalité de la transition à la parentalité, ça, on n'en parlera pas. Ce qui fait en sorte qu'une maman, puis moi, c'était un des éléments qui m'a motivée à vulgariser la santé mentale parentale, c'est que lorsque je faisais mon internat dans un hôpital, dans un centre de naissance, les mamans qui allaient suffisamment bien, puis je le mets en guillemets, ben on leur donnait pas de suivi parce qu'on n'avait pas les ressources pour ça et je me disais mais pourquoi attendre qu'une maman aille si mal? Pourquoi elle doit être dans un état de détresse pour qu'on lui offre de l'aide, pour qu'on lui donne des ressources, sinon débrouille-toi. Au contraire, ayons une approche de prévention, puis en disant OK, d'accord, tu vis des émotions qui sont valides, qui sont normales. On va prendre le temps d'en discuter, on va prendre le temps de les réfléchir pour que ça puisse t'aider à traverser ta parentalité. C'est là que j'ai l'impression que l'aspect un peu plus tabou de c'est pas tout beau, tout rose, mais c'est pas pathologique non plus. Faut les deux, tu sais. Mais dis-moi si je me trompe, mais on passe beaucoup par les enfants aussi. Tu sais, parce que nous, le développement des enfants, c'est super important. C'est très, très... Tu sais, il y a plein de politiques aussi autour de ça pour aider, tout ça. Fait que si les enfants, on voit quelque chose, ben là, on va aller intervenir auprès de l'enfant. Puis là, on va voir la dynamique familiale. Puis là, on va peut-être rentrer pour aider les parents. Mais je pense que la porte d'entrée, ça doit souvent, en ce moment encore, là, les enfants. Puis tu sais, je veux dire, avant qu'on fasse « Ça va, maman », jamais j'avais entendu parler de santé mentale parentale. Nulle part, là. Je veux dire, nulle part. Alors, vous avez toutes les deux des enfants, évidemment, vous êtes maman. Mais moi, ça m'intéresse, Laurie, parce que tu es la professionnelle de la santé mentale dans ce podcast avec nous. Est-ce que toi, en tant que psychologue, t'as quand même galéré en devenant mère? Est-ce que pour toi, Jamais. Moi, j'avais tout bien compris. Tout était beau, bien maîtrisé. Ben non. Non, au contraire, j'ai l'impression que c'est la chance que j'ai eue avec ce bagage-là, c'est que je ne me suis pas posé la question, est-ce que c'est normal ce que je vis? C'est comme si je le savais d'emblée, il va y avoir des difficultés, je vais ressentir de la culpabilité. À certains moments, je vais me sentir inadéquate. À certains moments, je vais me questionner sur mes compétences parentales, mais pas dans une optique de je vais me replier sur moi-même parce que je me sens normale. Au contraire, parce que je ressens ça me motivait à aller voir mes amis psy, mais non psy, ça me motivait à parler de maternité à d'autres personnes. Et je pense que c'est là que quand on dit aux mamans, c'est normal ce que tu vis, il y a beaucoup moins d'isolement, donc beaucoup moins de détresse, beaucoup moins de repli sur soi, beaucoup moins de solitude, versus si on lui dit pas que c'est normal qu'est-ce qu'elle vit, même que c'est sain. Hein, tu sais, nous, sur Ça va maman, on parle d'ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a des moments où est-ce que je suis attirée par la maternité, puis il y a des moments où est-ce que je suis totalement repoussée par la maternité. Mais si je dis pas à une maman que c'est normal et sain qu'est-ce qu'elle vit là, elle peut avoir peur à certains moments de se dire « Hey, là, on va avoir l'impression que je suis une mauvaise mère, on va m'enlever mon enfant parce que je suis posée tout aimer. » Fait que je pense que c'est là que la psychologie m'a aidée, c'est d'accepter toutes ces écueils-là, toutes ces émotions-là à l'intérieur de moi qui n'étaient pas toujours jolies et le fun et épanouissantes. Non, mais qu'on se rassure, hein, que même toi, même vous, les professionnels, vous galérez comme nous. Et c'est oui! Puis il faut le dire, tu sais, je sais pas comment ça se passe de votre côté à vous, mais
Je pense qu'ici, des professionnels qui disent, évidemment, là, qu'on veut garder une certaine neutralité, mais je pense qu'on se permet un peu plus en tout cas, je pense il y a la place, en tout cas, pour être capable de dire que c'est pas parce qu'on est des professionnels. Moi, je vais souvent dire, je suis une experte des moyennes, hein, c'est-à-dire que je m'en vais regarder la science, qu'est-ce que la science, elle dit, mais ça, c'est une moyenne. Après ça, dans ma clinique, il faut que j'aille à la rencontre de la personne, il faut que j'aille comprendre de façon individuelle. Puis dans cette individualité-là, on va aller justement accueillir, comment toi, tu vas vivre ta maternité. Fait que je pense que oui, je me permets totalement de dire que moi aussi, j'ai des défis dans ma parentalité. Mais il y a beaucoup de professionnels qui nous écrivent, pas avec leur chapeau de professionnel, mais avec leur chapeau de parents, puis qui m'écrivent « Ah, cordonnier mal chaussé. » Tu sais, je lis souvent ça parce qu'ils se disent « J'ai tous les outils et je rush. Je trouve ça super difficile. J'y arrive pas à pas crier ou à pas... » Tu sais, fait que il peut y avoir pour certains, peut-être que Laurie, toi, tu portes moins ça, la culpabilité, mais je le sens quand même qu'il y en a des professionnels qui se sentent très coupables de ne pas être capables eux-mêmes dans leur parentalité, alors que ils donnent des outils aux autres parents. Après ça, on reste humain, là. Puis tout, tu sais, c'est un peu là où il faut s'accepter dans cette humanité-là, que c'est pas facile. Puis surtout, il y a des phases, là, dans la parentalité qui sont encore plus difficiles que d'autres, là. Oui, ça, on est bien d'accord. Mais heureusement, quand on se dit c'est une phase, tout passe. C'est plus facile de le voir comme ça. Alors toi, Jessica, tu l'as dit, tu as eu 3 enfants en 2 ans, donc des jumeaux. Est-ce que tu t'es sentie isolée ou est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place quand justement on enchaîne les... Parce que là, j'imagine, tu as dû prendre un congé assez long. J'ai pris tout le congé. Ouais, effectivement, mais je suis retournée travailler entre les deux, entre ma fille et mes jumeaux. Non, il n'y avait pas tellement. Puis en plus, ça entrait beaucoup dans mon anxiété à moi de parent. C'est-à-dire qu'avec ma fille, je l'amenais partout, je sortais beaucoup, j'allais au restaurant, j'allais voir des amis, j'avais des amis en congé de maternité en même temps que moi. Avec les jumeaux, je trouvais que tout était trop. J'avais peur de pas être capable de gérer une crise, j'avais peur d'aller à l'épicerie avec eux, j'avais peur. Fait que là, je me suis beaucoup isolée moi-même. Puis c'est pas dans mon tempérament de m'isoler. Fait que j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis non, il y avait pas... Oui, il y avait plus de semaines, mais comme je disais tantôt aussi, le père de mes enfants, lui, il a pas pris les semaines parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Fait que même si on avait ce congé parental-là et ce congé de paternité-là, ben là, il l'a pas pris. Fait que j'étais vraiment seule à la maison avec les deux. Heureusement, ma fille était à la garderie, donc j'avais pas les 3 en même temps. Mais non, il y avait pas nécessairement plus. Puis oui, tu sais, il y a quelques rabais là, pour les parents de jumeaux pour aider financièrement avec les vêtements. Ou tu sais, ça dépend de où on va. Puis je pense que le gouvernement en donne un petit peu plus. Maintenant. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Je l'ai pas vu la différence dans mon budget. Tu sais, je veux dire, ça coûte quand même beaucoup plus cher. 2 bébés en même temps. J'ai essayé d'allaiter, ça fonctionnait pas. Fait que le lait en poudre, tu sais, je veux dire, tout était cher. Les couches, c'était cher. Oui, j'imagine que c'est costaud d'être parent de jumeaux ou de jumelles dans ce contexte-là. Sur votre plateforme, vous parlez donc exclusivement aux mères parce que vous le dites, ça reste quand même encore un peu tabou, le sujet, et notamment les anxiétés maternelles ou les difficultés maternelles. Nous, on va plus te dire comme ça en français. Il y a un concept américain que je lis beaucoup sur les comptes aux USA, mais en France, on n'en parle pas trop, c'est le mom rage. Mm-hmm. Est-ce que Laurie, tu peux nous expliquer ce que ça englobe et pourquoi on a toutes ce mom rage en nous? Ben, c'est intéressant parce que le mom rage, là, l'espèce de rage maternelle, c'est pas un diagnostic, hein, mais ça a vraiment eu un écho sur les réseaux sociaux, entre autres, parce que beaucoup de mamans se sont reconnues en disant c'est exactement ce que je vis. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une colère intense, soudaine, on peut même dire qu'elle est incontrôlable et souvent, elle va même être accompagnée de la culpabilité après. Hein. Le parent se rend compte que je voulais pas me rendre là. Et pourquoi qu'on dit souvent, la question qu'on va avoir, c'est pourquoi on parle de mom rage pour la maman, mais on parle pas de dad rage. Et c'est toute la notion de l'écart entre les attentes envers les mamans, la pression qui est mise sur les attentes et à quel point les mamans sont amenées, élevées, valorisées dans cette notion-là du sacrifice de leurs besoins. Il y a pas de respect justement de leurs limites au détriment de, on va dire, c'est pour le bien-être des enfants, etc., que tu sacrifies tes besoins puis que tu respectes pas tes limites. Mais en demandant à un humain de ne pas répondre à ce besoin ou de ne pas respecter ses limites, ça l'amène quoi? Mais ça l'amène
un humain qui est en désorganisation. Et c'est là, justement, la fameuse notion du mom rage, c'est pour mettre en lumière la pression du rôle, le mythe de la bonne mère qui est justement constamment présente, qui prend pas soin d'elle-même, et à un moment donné, ben elle explose. Elle explose, puis elle se sent mal d'exploser. Et moi, dans ma clinique, j'avais des mamans qui venaient en disant « Je veux plus exploser. Je veux pas exploser, je veux pas faire vivre ça à mes enfants. » Et moi, je leur donnais une espèce de regard, puis à travers notre conférence, un peu ça, c'est « Mais on va réfléchir à pourquoi tu as explosé. » Et ça donne un levier d'intervention qui est très différent. C'est « OK, ben à tel moment, voici les situations où est-ce que tu t'es pas respecté dans tes limites, où est-ce que tu n'as pas répondu à tes besoins. » Puis si on interagit là-dessus, ben tu vas beaucoup moins exploser, tu vas être capable de mieux comprendre ta colère, et au lieu que ce soit une colère désorganisée, incontrôlée, ça va être une colère des fois qui va être un peu plus juste. On a le droit d'être fâché comme parent, c'est normal, c'est une émotion, mais c'est quand ça prend des proportions démesurées que là on a besoin de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de différent pour que ce soit moins fréquent. Mais je pense qu'au Québec, il y a aussi la colère est mal perçue dans la parentalité. On veut, tu sais, c'est pas juste on veut pas exploser, on veut pas être en colère. Dans la maternité, exactement. C'est, oui, plus que dans la parentalité, effectivement. Une mère en colère, tu vois pas ça ou c'est pas bien, tu sais. Je le mets en gros guillemets parce que tous les humains vivent de la colère, mais c'est pas bien vu qu'une mère vive de la colère. Fait qu'il y a comme tout ce sentiment-là à se réapproprier aussi, parce qu'il y en a une colère qui est saine. C'est après ça, faut pas que tu la désorganises et que tu tombes dans le mom rage. Mais la colère veut dire quelque chose, puis c'est ce qu'on dit dans la conférence. C'est le respect de tes limites, c'est le respect de quelque chose qui est précieux pour toi. Donc, essaie de regarder c'est quoi que tu essaies de protéger comme ça, tu sais, puis pour pas l'accumuler puis que ça tombe dans le mom rage. Oui, puis fait vraiment cocasse. Nous, on a fait la conférence parce que, bon, ça faisait partie de la série de sujets qu'on voulait faire, mais ça l'a explosé. Jamais on pensait qu'on allait avoir des centaines, et encore aujourd'hui, c'est la conférence qui parle le plus aux mamans. Puis tantôt, on parlait de tabou, c'est justement ça, c'est qu'il y a beaucoup de mamans dans leur quotidien qui vivent ces explosions-là de colère, mais elles se sentent tellement mauvaises qu'elles en parlent pas à leurs amis. Exact. Elles en parlent pas pour essayer de mieux se comprendre. Fait que nous, en faisant cette conférence, on leur disait, OK, justement, on va aller vers toi. Et là, ça le fait quoi? Ben, je me sens moins anormale, donc je me permets d'en parler, donc je fais en sorte que je m'en vais peut-être chercher de l'aide à certains niveaux, je me permets de réorganiser au lieu de juste rester avec ma colère, rester avec ma culpabilité, rester dans mon isolement, puis qu'au final, ben, on n'aide jamais à mieux comprendre cette maman-là. Mais je suis curieuse, en France, tu dis que tu connais, tu sais, que vous parlez pas de mom rage. Est-ce que c'est parce que la colère est mieux vécue? Est-ce que, parce que, je veux dire, on s'entend que la colère, c'est général, c'est international, là, on s'entend. Mais, fait, pour qu'est-ce qui fait pas écho? Ou peut-être que vous avez un autre mot pour ça aussi? Non, on n'a pas d'autre mot, mais c'est ce que tu dis, Laurie, c'est que c'est très mal perçu qu'une mère se mette en colère. C'est très en France, on est quand même encore malheureusement sur un modèle assez patriarcal où l'homme est le détenteur de l'autorité. Donc si lui, il a des colères ou il est dans son bon droit, on va dire. Je caricature vraiment très fort. Hein. Mais la mère, elle est considérée hystérique. Si elle va dans des colères incontrôlées. Et moi, l'avoir ressenti plein de fois. J'ai fait un épisode récemment sur le fait que est-ce qu'on peut tout avoir quand on a 3 enfants en bas âge, et moi je dis que non, et la pression de la société est très forte sur le fait qu'il faut qu'on soit partout, mais c'est pas possible en fait. Comme tu dis, si on respecte pas ses limites, à un moment on explose. Donc il faut faire des choix. Quels sont les choix? C'est au vu de chacune. Mais j'explique qu'avec un enfant, j'étais très calme et tranquille. Avec 2 enfants, j'ai commencé à crier. Avec 3 enfants, j'ai commencé à hurler. Et c'était pas du tout kéchu, et c'est ce que tu dis dans le mom rage. C'est la problématique, c'est qu'on se reconnaît pas. Parce que c'est pas qui on est. On ferait jamais ça avec d'autres êtres humains, mais avec nos enfants, il y a quelque chose qui vient de déclencher. Et c'est vrai que on n'en parle pas en France aussi parce qu'on parle pas encore assez de la théorie de l'attachement. Pas encore assez de l'importance de l'enfance, l'impact que ça peut avoir sur nos vies d'adultes. Donc on va pas chercher les triggers. On sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que on a cette colère, ou on va dire oui, c'est juste je suis fatiguée, c'est dur d'avoir 3 enfants. C'est vrai. Mais ça vient chercher quoi derrière? Et c'est pas encore ça un sujet qu'on développe en France, en tout cas. Ouais, et pourtant,
C'est tellement important. Tu sais, souvent, ça va, maman, on va le dire. On n'arrive pas toutes de la même façon dans la maternité, hein. Il faut comprendre, puis je dis dans la maternité, mais dans la parentalité, il faut comprendre le bagage que je porte pour être capable de mieux comprendre mes réactions, mes émotions, même mes pensées par rapport à comment j'interprète le comportement de mon enfant, par exemple, ma façon d'être dans le couple. Puis c'est là que, à travers la santé mentale maternelle, en tout cas personnellement pour moi, je voyais comment est-ce que ça fait des liens avec la dynamique de couple. Ça fait des liens avec mon bagage familial, ça fait des liens même avec mon environnement professionnel. Tous ces éléments-là expliquent une partie de la réponse, et plus je prends conscience de ce qui m'entoure, de ce que je porte, et mieux je suis capable de réagir face à mon environnement. Tantôt, tu parlais de faire des choix. Oui, des fois, ça m'amène au lieu de devoir juste continuer un automatisme, parce que je sais qui je suis, parce que je sais qu'est-ce qui m'entoure, je suis capable de dire ce choix-là, cette décision-là, ça me convient plus. Puis je l'assume que ça me convient plus, mais il faut faire ça, tu sais. C'est pas toujours facile. Et Jessica, toi, tu te dis que tu étais dans cette spirale où tu te reconnaissais pas, de mom rage, et que bon, grâce au soutien de Laurie et à toutes vos conférences, tu as réussi à te recanaliser. Et c'est quoi qui a déclenché chez toi le fait que tu as réussi à te recentrer? Hey, c'est une grosse question. Parce que ça fait 3 ans qu'on fait Ça va maman, donc ça fait 3 ans qu'on parle de psycho à tous les jours. Fait que j'ai énormément travaillé sur moi, mais moi, je suis entrée dans Ça va maman en me sentant une mère inadéquate, pas assez bonne. J'essayais d'appliquer des techniques. Nous, il y a beaucoup sur le développement de l'enfant. Donc, je lisais là-dessus, je voyais des trucs, puis j'essayais de l'appliquer dans ma parentalité sans me regarder, sans regarder mon bagage, sans regarder ce que je porte, sans regarder qu'est-ce que je suis. Et j'étais juste pas capable. Fait que mon sentiment de compétence parentale était vraiment, vraiment, vraiment amoindri. Puis à un moment donné, puis je le dis au début de la conférence, j'étais une femme en colère. Tout était... Après ça, il y a des pics de colère, mais le sentiment général, là, c'était surtout drivé par la colère. Mais c'est vraiment à force de travailler sur soi, de regarder, de vraiment... Au Québec non plus, on tourne pas vraiment le regard vers le parent. Une mère va toujours chercher des outils beaucoup plus en lien avec comment je peux aider mon enfant que qu'est-ce que moi je vis pendant la crise de mon enfant, qui au final, c'est quand même moi qui va intervenir, là. Donc, tout ce que je porte va avoir une incidence sur ma façon d'être un parent, tu sais. Puis je dis pas que j'en suis sortie. Ça peut m'arriver encore, malheureusement. Puis même que j'en parlais avec Laurie récemment, puis je me sentais quasiment imposteur dans le rôle de Ça va maman, parce que je suis supposée avoir travaillé sur moi, compris. Mais la maternité est encore difficile par moment. Par contre, je pense que là où je rejoins plus Laurie, c'est que je reste beaucoup moins longtemps dans la culpabilité, dans l'apitoiement sur moi-même, dans me taper sur la tête, là, beaucoup moins. Je vais faire comme, OK, il y a ça, c'était à cause de ça, c'était à cause de ça. Puis après, je peux aller réparer aussi la relation avec mes enfants. Avant, je restais plus dans « Ah, mon Dieu, je me sens tellement mal, j'ai tellement pas bien fait, je suis tellement pas une bonne mère. » Là, je vais faire comme « Bon, c'est arrivé, je m'excuse par rapport à telle affaire. » Puis après ça, je peux plus me pardonner. Fait que je dirais pas que j'en vis plus jamais, mais je suis beaucoup plus nuancée, puis je ne suis plus, je pense, une femme en colère. Tu sais, j'ai identifié. Puis j'ai travaillé là-dessus. Mais ça reste le travail d'une vie, là, de se regarder, là. Laurie, est-ce que tu penses que le mom rage est généré par la société dans laquelle on vit? Dans le sens où aujourd'hui, on travaille en tant que mère, on doit avoir des relations sociales, on doit être en couple, en tout cas essayer de maintenir quelque chose, on doit être un peu partout. Et on doit être la source première de sécurité pour nos enfants. Et on doit ramener de l'argent. Et... Est-ce que ça génère le mom rage? Est-ce que c'est le mom rage? Tu dis que c'est pas un terme clinique, donc est-ce que ça a été étudié? Est-ce qu'avant, les générations auparavant avaient ça? On peut se souvenir de nos parents péter les plombs, hein, mais tu vois, est-ce que cette notion, elle est associée au monde moderne? D'un point de vue scientifique, là, il y a pas d'études assez sur le mom rage pour être capable d'en arriver à ça. Je peux dire mon avis au niveau clinique, par contre. Le rythme effréné dans lequel on vit dans nos sociétés occidentales, c'est insoutenable. Puis je pense que c'est là tout le cycle, tout le rythme qu'on s'impose et qu'on ne voit pas quel effet ça a sur nous, sur l'humain, que c'est pas compatible à certains niveaux. Mais justement, on va voir la réaction au fait que c'est
c'est pas soutenable. Justement, comme que tu dis, OK, là, la maman qui se réveille le matin, on va faire la routine avec les enfants, amener les enfants à la garderie, la crèche, on est dans le trafic, on roule, on veut performer. Puis il faut le dire quand même, les femmes, on s'est battu beaucoup pour pouvoir aller sur le marché du travail, aller aux études. Donc, on a des postes qui sont plus importants, donc plus de responsabilités, mais ça veut pas nécessairement dire que parce que j'ai plus de responsabilités au travail que j'en ai moins à la maison. Donc, ça fait en sorte qu'on essaie, il y avait une publication sur Facebook à un moment donné qui disait, on essaie d'être des mamans comme si on n'était pas des femmes au travail, puis on essaie d'être des femmes au travail comme si on n'était pas des mamans. Donc, ça fait en sorte que moi, les mamans que je rencontre, elles sont au travail et elles pensent quand même constamment, OK, est-ce que là, j'ai les vêtements d'hiver? Est-ce que j'ai réservé pour le cours de natation? Est-ce que le cerveau roule constamment et notre cerveau n'est pas fait. Souvent, là, on va valoriser la maman qui multitask, là, qui fait plusieurs tâches en même temps. Notre cerveau n'est pas construit pour qu'on soit autant dans le multitâche. Donc, évidemment qu'à un moment donné, notre corps réagit. Fait que si c'est pas de la colère, des fois, ça va être de la grosse, une espèce d'impuissance qui va, ça peut être de la dépression, par exemple. Ça va être un haut niveau d'anxiété. Ça va être justement des relations sociales. Je fais de la thérapie de couple. Des dynamiques de couple qu'à un moment donné, mais c'est deux personnes sous pression constamment qui essaient de persévérer dans un cycle qui ne convient pas ni au couple, ni aux individus, ni à la famille. Fait que des fois, il faut être capable de prendre un pas de recul puis être capable de se dire, là, il faut revenir à quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus essentiel, beaucoup plus axé sur la relation. Évidemment que ma lunette clinique, c'est la relation d'attachement, autant dans la dynamique parent-enfant que dans la dynamique de couple. Et quand on revient à des choses qui sont un peu plus simples, essentielles, et j'ai même envie de dire humainement possible, mais c'est là qu'on arrive à s'enlever une couche de pression pour être capable de revenir à des émotions qui sont un peu plus saines, des stratégies d'adaptation qui sont plus saines et aidantes pour nous aussi. Mais je pense que s'il y a tout ça, la charge mentale et tout, dans une ère où on se demande le bonheur. L'atteinte au bonheur. On est vraiment dans une ère de bien-être, de ci, de ça. Donc, je suis supposée aimer ça. Je sais pas, je ne suis pas ma grand-mère. Mais à son époque, on lui demandait pas si ça lui tentait d'être mère ou pas. C'était, tu vas être mère et c'est tout. Fait que peut-être qu'elle aimait ça, peut-être qu'elle aimait pas ça, tu sais. Puis c'était juste ça. Aujourd'hui, on a le choix. Je suis très, 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 très contente là, qu'on ait le choix, évidemment. Mais je pense que ce choix-là vient aussi avec une pression d'être heureux dans les rôles qu'on porte. Puis c'est là aussi que quand la maternité t'apporte pas la dose de bonheur que t'espérais, là, tu sais, comme aujourd'hui, tu peux aller en voyage, tu veux faire vivre telle affaire à tes enfants, vas-y en voyage. Ça veut pas dire que ça va se passer comme dans ta tête puis dans ce que t'avais imaginé. Ça va être peut-être beaucoup plus de gestion puis et c'est là qu'on fait hey, sais-tu quoi? C'est donc ben de la merde. Tu sais, c'est cette pression de tout aimer de la parentalité, je trouve, dans cette ère où on peut tout avoir, entre gros guillemets. Puis j'ai même envie de dire, non seulement il y a la pression d'être heureux, mais il y a aussi la pression que nos enfants soient heureux. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose à déconstruire à travers la maternité. Je pense que je l'entends un peu plus, cette vision-là que nos enfants doivent être heureux tout le temps, puis qu'ils doivent être émerveillés tout le temps. Fait que ça fait en sorte que le parent s'active, mais en même temps, la vie, c'est pas d'être heureux tout le temps. Au contraire, on veut apprendre à nos enfants à cheminer à travers toutes les émotions qu'ils vivent. Et ça, justement, je pense que quand on le dit pas aux mamans, là, écoute, là, on est dans le temps, on est passé dans le temps des fêtes, là. Écoute, on va faire le lutin de Noël, on va faire ci, on va faire ça. Mais oui, mais en même temps, si mon enfant vit de l'ennui, si mon enfant vit de la déception, s'il vit du découragement, c'est tous des états, des sentiments, des émotions humaines normales, mais je vais l'accompagner pour être capable de mieux comprendre ces émotions-là, au lieu de se mettre la pression qu'il faut qu'il soit heureux puis qu'il y ait des beaux souvenirs tout le temps. C'est vrai. Mais on est capable de le faire un peu plus avec les enfants, mais très peu avec nous-mêmes. De vivre la déception, de vivre de la tristesse, de vivre... On veut pas les vivre, ces émotions-là. C'est ce que les mamans nous disent. Elles veulent être juste dans les émotions dites positives. Encore là, y a-t-il des émotions positives et négatives? Tu sais, on pourrait avoir un débat là-dessus, mais elles veulent être dans des belles émotions. Puis la parentalité, ça vient pas juste avec des belles émotions. Non. Déjà, quand on dort pas de la nuit, c'est cool d'avoir des belles émotions le lendemain. Exact! Ou quand nos enfants sont malades! Tu sais, je veux dire, il y a eu un épisode, là, hier soir, de gastro, je l'ai pas trouvé drôle, là. J'avais pas des belles émotions cette nuit. Alors, avec le mom rage, il y a aussi l'anxiété qui vient, et tu le disais, hein, de la performance, Laurie,
cette société dans laquelle on vit, qui exige de la performance dans tous les domaines, et notamment aujourd'hui dans la parentalité, avec voilà les méthodes miracles, il y a telle éducation qui est mieux que l'autre, et je prends pas ma part de responsabilité, mais moi je parle d'éducation dans mon podcast, donc effectivement je nourris c'est pas un cercle vicieux, mais ces thèmes-là en tout cas. Comment on se sort de cette performance en ayant quand même les bonnes clés pour proposer une éducation adaptée au développement de l'enfant? Ben, c'est vraiment intéressant parce que tous les contenus de podcasts, de livres, de conférences, ça peut être très utile. Mais je pense que où ça ça amène des fois des dérapages, c'est quand ça devient des dogmes. On peut s'inspirer, on veut stimuler la réflexion des parents pour que je revienne à la notion de la théorie de l'attachement parent-enfant. Il n'en existe pas de livre, de mode d'emploi pour être capable de devenir le parent de mon enfant. Il faut que je le construise moi-même à travers mes observations, à travers qu'est-ce que je vois de mon enfant, de qui il est, et je vais le faire avec chacun de mes enfants de façon différente. Tous nos enfants n'ont pas les mêmes besoins. Il faut que je m'adapte à mon enfant. Mais après ça, des fois, oui, on est un peu pris. On sait pas trop quoi faire, comment comprendre. Je vais aller m'inspirer. Puis des fois, peut-être que qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de l'un, qu'est-ce qui s'est passé que j'ai lu dans tel livre, ça va m'aider à me dire, peut-être que je pourrais essayer ça. Il faut se permettre d'être dans l'incertitude par rapport à la parentalité versus être dans la certitude qui essaie d'amener de la performance. Je vais essayer de faire telle chose de telle façon parce que je suis sûre, parce que tel expert a dit qu'il fallait le faire comme ça. Tel expert n'a pas vu ton enfant, tel expert n'est pas toi. Il va falloir que tu l'ajustes, que tu le mettes à ta couleur, que tu prennes une certaine distance pour te permettre de pouvoir jongler avec les concepts. Et je pense que un des défauts des réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de contenu qui crée beaucoup de confusion. Et surtout, des fois, le contenu qui est présenté ne s'adresse pas à moi. Il y a d'excellentes mamans, puis vraiment d'excellents papas qui vont lire un contenu puis qui vont avoir l'impression que ça s'adresse à eux, fait qu'eux, ils vont s'en rajouter davantage de pression, au lieu de se questionner, mais peut-être que moi, justement, je lui donne de la valeur à mon enfant, puis peut-être que moi, j'ai vraiment à cœur son bien-être, puis je fais vraiment du mieux que je peux au quotidien. Donc, cette façon-là d'intervenir qui m'est présentée sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas pour moi. Est-ce que je me permets de le mettre de côté? Au contraire, je me dis, parce que c'est telle personne, tel professionnel, tel compte qui l'a mis de l'avant, faut que je fasse la même chose. Et même chose avec les générations, c'est-à-dire de toujours re-questionner, tu sais, que ça vienne de ton... Tu sais, on se le fait tout dire par nos parents, là, moi, je faisais ça, puis moi, je faisais ça. Puis c'est de faire, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, là, dans le concept dans l'attachement, c'est la sensibilité parentale. Une fois que je porte cette sensibilité parentale-là, je suis sensible aux besoins de mon enfant, je veux le meilleur pour lui, je l'aime, après ça, je peux me coller à moi. Au lieu d'essayer de coller des techniques qui viennent de mes parents, qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent de quoi que ce soit d'autre, c'est juste, est-ce que ça fait du sens à l'intérieur de moi, tu sais? Puis de se permettre l'erreur, puis de se permettre de re-questionner les trucs sans nécessairement avoir des certitudes, comme tu disais, Laurie. Mais je pense que ce qui m'a vraiment... Parce que moi, j'essayais beaucoup d'appliquer des trucs que je lisais, que j'entendais, puis c'est juste le concept de la sensibilité parentale. Une fois que je la porte, je peux être la mère que je veux être et qui je suis, tu sais. J'essaie de faire... Je fais pas non plus des œillères j'écoute rien, tu sais, j'écoute rien de ce qui se passe, non, je suis mieux que toi, je fais mieux que... Non, c'est juste de se permettre d'explorer, mais de rester connecté à soi comme parent. Mais tu sais, on parlait tantôt de l'effet de la société. Dans notre société, en ce moment, on recherche beaucoup le contrôle de notre corps, le contrôle de tout ce qui nous entoure. Puis à travers les techniques qu'on va voir, je pense que c'est là que ça peut donner un faux sentiment de sécurité ou de réassurance aux parents. C'est si tu me donnes une marche à suivre, moi, je me sens en contrôle, donc je me sens bien. Mais mon Dieu, que je me sens en échec quand ça fonctionne pas, parce que normalement, ce que je mets en place fonctionne dans ma vie de façon générale. Puis je pense qu'on a besoin de rappeler aussi aux parents, Jessica parlait de sensibilité parentale,
la théorie de l'attachement a été reproduite dans différentes cultures, dans différentes communautés, à différentes époques. Et qu'est-ce qui revient, c'est que la majorité des enfants développent quand même un attachement sécurisant envers leurs parents. Fait que quelque chose, ils sont biologiquement programmés, à s'attacher envers leurs parents, mais ce parent-là, dans la grande majorité des cas, a une sensibilité parentale qui est suffisamment adéquate pour être capable de bien lire les besoins de son enfant et d'y répondre. Après ça, la façon que c'est fait, c'est sûr qu'on peut toujours y réfléchir, s'adapter, s'ajuster, mais il y a quelque chose de naturellement fait pour que dans la relation parent-enfant, il y a quand même un peu plus de sécurité que d'insécurité. Et ceux qui vont avoir de l'insensibilité parentale, les enfants qui vont développer un attachement insécurisant, mais il faut qu'on s'intéresse aux parents, à son bagage familial, à ses perceptions, à sa façon d'entrer en relation, pas juste avec son enfant. Souvent, ça va être aussi dans son couple, avec ses collègues de travail. Fait que ça amène une perspective différente de c'est pas des techniques que je dois essayer de juste coller à moi. Faut que j'aille me comprendre, faut que j'aille utiliser cette introspection-là vers moi. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant dans les techniques, parce que, tu sais, il y a des techniques qui peuvent appliquer à la France, mettons, puis je vais les lire, puis je vais faire comme, faut que je fasse ça, puis que ça fait... Puis, et inversement. Puis c'est là que je trouve ça intéressant dans la sensibilité parentale, et c'est ce que je porte, qui peut être exporté. J'explique. On a fait une entrevue avec Marc Pistorio, qui est un psychologue français. Il est français, hein? Puis il a sorti un livre sur l'attachement par enfant, justement, puis il est sorti en France et au Québec. Et là, on avait cette conversation-là avec lui parce que c'est de la façon que c'était écrit, moi, je peux percevoir des trucs qui vont être perçus complètement différemment en France aussi, parce que nos façons d'élever nos enfants sont différentes, tu sais. Et puis, son livre revenait à ça aussi, à la sensibilité parentale, de juste développer ça, puis après d'arrêter avec les techniques parce qu'elles peuvent différer selon les cultures, alors que la sensibilité, c'est international. Ouais. Vous avez toutes les deux beaucoup parlé de l'impact aussi du couple et de la relation dans le couple peut avoir sur comment on se sent, que ce soit le mom rage ou l'anxiété et la volonté de la performance. Est-ce que au Québec, la charge mentale est répartie ou c'est comment chez vous? Moi, je suis partie à rire parce que... C'est pas équitable. Non. Mais je pense que le congé parental, majoritairement pris par les femmes, encore, installe parfois un déséquilibre qui perdure dans le temps. C'est-à-dire que pendant 1 an, tu as le temps de trouver tes façons de faire, tu trouves une routine, ça fonctionne, tu fais pas mal tout parce que tu es à la maison pendant cette année-là. Même si tu es là pour ton bébé, on s'entend-tu que c'est toi qui fais le reste aussi dans la maison, tu sais? Et ça peut perdurer au-delà du congé parental. Fait que il faut vraiment avoir ces conversations-là dans le couple, mais c'est encore difficile. La charge mentale n'est pas perçue de la même façon, homme-femme non plus. Puis, non, c'est pas égalitaire. Non, puis, tu sais, vraiment, si on s'attarde au concept de charge mentale, l'organisation mentale, là, ça, je pense que c'est encore beaucoup porté par les femmes, mais je sais pas comment c'est pour vous en France, mais les papas sont quand même très engagés ici. Tu sais, de plus en plus, on pourrait dire. C'est-à-dire que si je m'en vais au parc, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de papas avec leurs enfants puis que les mamans soient pas là. Il va vraiment, les papas sont impliqués, ils sont invités beaucoup aussi à être impliqués, à être sollicités. Puis ça, je pense que comparativement à nos parents, c'était beaucoup moins présent, tandis qu'aujourd'hui, puis même ça peut arriver des fois des papas qui vont prendre le congé parental, là, quasiment de façon exclusive, c'est eux qui vont être là. Donc ça, c'est un peu plus valorisé, mais c'est sûr qu'il y a encore des éléments qui font en sorte que la maman, elle est le parent par défaut. Fait que tu sais, d'aller chez le médecin, les vaccins, etc. Tous ces éléments-là, ça va être encore beaucoup porté par la maman d'organisation. Mais on leur parle moins aussi aux pères, je pense, qu'aux mères. Ici, il y a moins de... Tu sais, il n'y a pas de « ça va, papa ». Tu sais, ça n'existe pas. On a fait des podcasts avec des papas aussi qui ont sorti un livre, justement, pour parler aux papas, mais c'est très peu fait. Puis ils le faisaient même pas avec leurs propres amis. Tu sais, c'est ça que je trouvais intéressant. Ils sortent un livre pour les papas, puis là, je leur disais « Mais est-ce que vous faites ça entre vous? » Puis c'est comme... peu de place à la paternité dans nos conversations. Fait qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se transforme, c'est clair. Oui, c'est intéressant parce que nous, on milite pour avoir un congé paternité plus long, en tout cas du deuxième parent plus long, parce que nous, les mamans, elles se retrouvent seules très, très vite. Mais au final,
quand t'es longtemps toute seule, ça génère finalement la même réponse et le même schéma, où la mère est en charge et le parent par défaut. Que le conjoint ou la conjointe le veuille ou non, le deuxième parent, parce que nous vraiment en France, c'est un problème sociétal. Ça fait que 1 an et demi que le père peut prendre 1 mois, le deuxième parent peut prendre 1 mois. Donc, on est vraiment au balbutiement de commencer à vouloir impliquer le père dans les politiques. Et nous, les pères se retrouvent face aussi à de la pression de l'employeur parce qu'il n'est pas obligatoire ce congé. Donc, parfois, ils veulent le prendre, les pères, mais l'employeur lui fait bien comprendre que s'il le prend, la promotion ou voilà, la place qu'il avait dans l'entreprise va être remise en question. Donc, nous, il y a quand même encore, on commence culturellement à changer. Ça se sent que la génération aujourd'hui de pères a envie de s'impliquer, mais ça veut dire aussi qu'elle doit renoncer à des privilèges. Et ça, c'est très difficile pour plein de gens parce que la société n'est pas encore prête à les accueillir dans leur rôle de père comme il faut. Donc, ils doivent renoncer à certains privilèges et c'est dur quand tu t'as pas passé ta vie entière à te dire que tu vas devenir père et donc tu vas prendre un congé. Que d'un coup, on te dit, il va falloir que tu prennes ton congé. Ah bon? Alors que nous, c'est vrai qu'on est un peu avec cette vision, cette vision qu'on va s'arrêter parce qu'on va avoir des enfants et que ça fait partie de la carrière hachée qu'une femme peut avoir, en tout cas de manière ponctuelle, et que c'est pas trop le cas encore en France. Et nous, on se bat en France pour que les pères prennent de la place, mais je sais même pas comment c'est au Québec, mais nous, par exemple, pas partout, il y a des pièces pour qu'ils changent le bébé unisexe. C'est tout le temps, enfin, c'est très souvent relié à la maman. Donc, rien que ces petites choses dans l'espace public leur montrent qu'ils n'ont pas leur place et donc ils prennent pas la place. Et c'est pas facile ça vient dans plein de sphères et de strates. Mais c'est là que je pense qu'on a besoin aussi de dire aux gens, tu sais, quand on parle de santé mentale, souvent la personne va se regarder, puis se questionner, puis essayer de toujours regarder sur le moi. Mais juste à travers cet échange-là, ce que tu dis, c'est, mais il faut regarder le macrosystème aussi. Si les politiques, si les gouvernements ne sont pas sensibilisés, si justement les restaurants, les institutions ne font pas de la place à ça, mais inévitablement, ça affecte aussi la santé mentale des humains de cet écosystème-là. Nous, en tout cas, ça va maman, je pense que Jess me rejoint là-dessus, mais même personnellement, j'ai envie d'amener les mamans à ne pas juste se culpabiliser, mais à mieux comprendre tous ces éléments-là qui les affectent et surtout d'amener, si ma grand-maman, c'est une politicienne, j'ai envie qu'elle soit capable, elle aussi, de faire des démarches pour m'aider moi et aider les générations futures, parce que c'est pas vrai que c'est juste la faute de la maman si elle y arrive pas puis que c'est une hystérique puis elle a des problèmes. Non, au contraire, regardons autour d'elle pour être capable de mieux soutenir tous les parents. Oui, c'est pas un problème individuel, c'est un problème exact. À plein de strates. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans des positions au pouvoir aussi. Tu sais, je veux dire, ça vient avec tellement... C'est sociétal, comme on le disait. Puis oui, nous, les pères ont plus de place, mais c'est encore un travail, là. Oui, les pères ont des semaines de congé. Ils les prennent pas tous. Le congé divisé en deux, c'est des semaines partagées, là. C'est-à-dire qu'il y a comme 5 semaines que les 2 parents peuvent être en congé en même temps, mais par la suite, après le congé de maternité, les semaines sont partageables. Et c'est très peu le cas. Même si le père peut, c'est pas la norme encore. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Puis oui, les papas auxquels on a parlé nous disaient, on nous parle pas à nous. Le médecin parle à ma conjointe. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire encore. Mais c'est même dernièrement, je pense que ça date du mois dernier, ou gros maximum 2 mois, à l'Assemblée nationale, justement, on veut de plus en plus de politiciennes, mais beaucoup de femmes disaient, je peux pas m'en aller en politique parce que c'est pas fait pour la vie de maman, et ça date de quelques mois, 1 mois ou 2, que maintenant il y a une garderie, une crèche à l'Assemblée nationale, et c'est ce genre d'initiative-là qui font en sorte qu'on vient faciliter quoi? Si les femmes veulent aller en politique, elles peuvent le faire parce qu'il va y avoir des organisations, des mécanismes qui vont être là pour les aider, d'avoir aussi le conjoint, le partenaire qui va pouvoir se sentir inclus. Tous ces éléments-là font en sorte qu'on est une société qui soutient les parents et au final, ça sert à quoi? Ça sert à soutenir les enfants. Tu sais, c'est toujours ça, c'est de se dire, en soutenant mieux le parent, on peut mieux soutenir l'enfant de demain qui est le citoyen de demain. Donc, c'est au service de la société. Ouais.
Oui, mais c'est encore, la femme qui veut aller en politique, faut que son conjoint ou sa conjointe soit très présent pour s'occuper des enfants parce qu'on lui en demande. On en a rencontré plein des femmes très politisées, très féministes, qui veulent changer les choses, qui disent, j'irai pas en politique maintenant. Plus tard, quand mes enfants vont être plus vieux, je vais y aller. Ouais. Mais en ce moment, c'est impossible ce que tu me demandes. Fait que comment on veut changer les choses? Tu sais, c'est un cercle vicieux qui est très fâchant. Ouais, c'est ça. Fait qu'on le fait avec des podcasts. J'ai une dernière question pour vous. À quel point les États-Unis influencent la vision de la parentalité et de l'éducation au Québec? Dans les études, j'imagine. Certainement. Tu sais, c'est sûr qu'on est très collés, mais j'ai envie de dire que quand je compare notre parentalité avec les États-Unis, j'ai pas l'impression qu'il y a un clash. J'ai pas l'impression qu'il y a un décalage. Puis c'est vraiment intéressant parce que nous, c'est dans les dernières semaines, derniers mois qu'on a su qu'il y avait autant de décalage avec la culture française. Fait que j'ai vraiment l'impression que géographiquement, le fait qu'on soit moins exposé à votre façon de faire, tu sais, c'est ne serait-ce que de regarder à la télévision des programmes anglophones qui viennent des États-Unis, la famille américaine, elle est sur nos écrans. Mais je veux dire, on a quelques films français, mais des programmes français de télévision, à quoi ressemble la famille française, c'est pas quelque chose auquel on est exposé. Fait que j'ai l'impression que tous ces éléments-là font ça qu'on est plus collés sur nos cousins américains. Très influencé par la culture américaine de façon culturelle. Là. Oui, les spectacles, les films, tous nos classiques du temps des fêtes viennent des États-Unis, la plupart. Là. Donc, probablement que ça passe par là aussi. Ouais. Et donc, dans l'éducation, ça se traduit comment? Parce qu'avant qu'on commence cette conversation, vous disiez que je vous expliquais que nous, ça faisait très peu de temps en France que les châtiments corporels étaient punissables par la loi, que on voyait encore l'éducation comme quelque chose de très autoritaire en France. On est encore vraiment dans la pyramide « je suis le sachant et tu m'obéis ». Vous, c'est pas comme ça au Québec? Aucunement. Non. Et c'est plus la génération de mes grands-parents. Ah oui, tu vois, on a 2 générations d'écart. Ouais, parce que nous ici, si un parent, tu sais, exemple, frappe son enfant, là, une tape, quoi que ce soit, ça pourrait même être un signalement là, à la DPJ, c'est l'équivalent un peu de l'État qui, protège la protection de l'enfant. C'est vraiment le type de comportement qui ne sont pas acceptés, tolérés. Puis il y a des institutions qui sont là pour essayer d'aller comme aider les enfants ou les parents. Puis aux États-Unis, je pense que ce type de comportement-là est peut-être un peu, à la limite, plus accepté, je pense. Mais nous, ici, c'est toute la notion de respect de l'enfant. C'est beaucoup plus présent, que l'enfant est un individu à part entière. L'enfant a sa place dans la société. C'est très présent. Fait que on a comme un peu cette couleur-là aussi, je pense, qui nous distingue d'eux un peu plus. Par rapport au châtiment corporel, définitivement. Par rapport à l'autorité, par contre, c'est encore en travail. C'est-à-dire que le père qui va hausser le ton puis mettre son autorité va être bien mieux perçu que la mère qui le fait. Puis je pense que ça peut générer aussi beaucoup de conflits dans le couple parce qu'ici, on est justement vraiment axé sur le développement de l'enfant, vraiment sur l'écoute, vraiment sur... Et donc, les papas qui ne s'informent peut-être pas autant que les mamans ici vont avoir des façons de faire des générations précédentes, leur père ou leur grand-père, ou sans aller dans l'autoritarisme. Non, c'est ça. Mais il porte quand même une posture plus... en tout cas, dans le couple que j'avais avec le père de mes enfants, c'était beaucoup plus militaire, lui, que moi. Puis je sais qu'on avait aussi beaucoup de conversations par rapport à ça. Fait que ça les stéréotypes demeurent encore, mais pas par rapport au châtiment corporel. Ça fait... C'est même plus, c'est ça. C'est même plus... dans l'actualité. C'est ça. Non, puis j'ai des amis, moi, qui travaillent à la protection de la jeunesse, puis ils doivent faire beaucoup de prévention pour mettre les gens qui arrivent ici, puis qui s'établissent ici, pour faire « Hey, ici, ça se fait pas depuis longtemps », et c'est très, très, très établi, là, ouais. Oui, c'est acquis chez vous. Ouais, que taper n'est pas éduqué. Exact. Oui, ça, exact. Ouais. Taper, c'est plus, on parlait de mom rage, c'est plus, soit je sais pas, soit taper, c'est un débordement. En fait, c'est un parent qui a besoin d'aide pour être capable de mieux avoir des comportements dans sa parentalité. Ça, c'est acquis chez nous. Ouais. Donc, vous êtes quand même entre 2 influences culturelles, mais vous avez votre propre, évidemment, vision et de la santé mentale et de la parentalité. Et c'est intéressant parce que même moi, dans mon podcast, j'ai beaucoup d'écoute du Québec et du Canada, mais bon, vraiment le Québec, parce qu'il y a des passerelles entre chez vous, chez nous. Mais nous,
je crois, de notre point de vue, on considère que vous êtes plus en avance que nous sur l'éducation et la santé mentale. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des politiques un petit peu plus développées par rapport à ça. Mais je constate donc qu'il y a quand même les mêmes dynamiques. Ouais. Mais c'est long à changer, je pense, les dynamiques. C'est très long, ça prend du temps, ça prend de l'ouverture, ça prend de la discussion, ça prend... Tout ce qu'on fait en ce moment, ça prend ça pour que quelque chose change à travers les générations. Mais le changement est lent, mais présent. Mais on parlait de politique. Il y a eu là, je suis pas bonne, moi, dans les années, mais à un moment donné, il y a eu au Québec une politique qui s'appelait le Québec fou de ses enfants. Où est-ce qu'il y a vraiment eu, tu sais, Jessica parlait de toute la notion de réflexion, de changement. Ben, il y a vraiment eu une table de concertation. Ça a vraiment été un gros mouvement au Québec où est-ce qu'on s'est dit, il faut réfléchir au développement de l'enfant. Fait que peut-être que vous êtes exactement dans cette période-là de réfléchir aux mœurs, à la culture, à la façon de voir la société. Nous, le Québec fou de ses enfants, c'est pas parfait aujourd'hui, mais je pense que ça a donné une ligne directrice un peu à la société sur voici ce qu'on permet, puis voici où est-ce qu'on va pas. Nous, c'est depuis donc 2019 qu'il y a l'interdiction des châtiments corporels et des violences éducatives ordinaires, on appelle ça les VO. Mais il y a eu une commission des 1000 jours pour vraiment montrer que les 1000 premiers jours depuis la conception jusqu'aux 3 ans de l'enfant sont cruciaux et primordiaux dans le développement de l'enfant. Sauf que derrière, il y a pas vraiment de politique publique, c'est-à-dire de messages du gouvernement qui expliquent ok, mais quand on ne tape pas, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a cette notion, on m'a appris à taper, on m'a appris à éduquer comme ça, je fais comment si je tape pas? Et c'est là où nous, il y a un gap et il y a du travail à faire parce qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi si on tape pas. On a juste dit à tout le monde, c'est pas bien de taper, mais du coup, bah, forcément, les gens, ils continuent puisque ils n'ont pas d'alternative. Non. Mais c'est intéressant parce que nous aussi, c'est la même chose. Dans le fond, on s'est fait dire, les générations précédentes, là, on ne tape pas pour éduquer, mais on cherche peut-être encore notre façon de présenter notre autorité sans être autoritaire. Et sans tomber dans le laxisme aussi. C'est vraiment tomber dans le laxisme. Mais c'est ça, c'est quand même un équilibre difficile à trouver, là. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être là aussi que l'accès, tu sais, je sais pas comment ça se passe en France, mais tu sais, moi, pendant mon doctorat, c'est sûr que, tu sais, toutes les recherches que j'ai consommées étaient en anglais, venaient des États-Unis, fait que peut-être que justement, tantôt tu parlais de comment ça nous influence. Ben, c'est sûr que, écoute, eux autres, il doit en avoir à la seconde 100, les études qui sortent scientifiques. Donc, on est appelé à s'informer, à aller regarder qu'est-ce qui a été validé, à regarder justement les données probantes pour être capable de mieux comprendre. Puis après ça, ben on fait juste le tourner un peu en français, puis on essaie justement de réfléchir, l'ajuster à notre culture. Peut-être que ça aussi, ça a été à notre avantage pour être capable de mieux guider les pratiques parentales de la société. Ouais. Mais c'est un vrai souci en France, le fait qu'on ne soit pas très bon en anglais de manière générale. Et moi, je vais pas te mentir, j'ai lancé ce podcast parce que je lisais énormément d'études en anglais, parce que je suis bilingue et que du coup, je suis très imprégnée de la culture américaine et où scientifiquement, ils sont quand même beaucoup plus en avance que nous. Et je me dis, mais c'est pas possible. En France, il y a rien là-dessus. Rien. Et tu vois, sur la matrescence, sur la santé mentale des mères, il y avait énormément de contenu en anglais avec des recherches faites en anglais. Il y a pas d'effort de fait pour les traduire en langue française. Et nous, c'est fini, ça passe à la trappe et il faut longtemps avant que quelqu'un le traduise, le remette en français. Donc, nous, on prend du retard. Mais c'est exactement pour ça qu'on a lancé, nous autres, oui, Ça va maman, c'est pour les parents, mais on a une plateforme pour les professionnels en français parce que c'est justement ce que Laurie voyait en tant que professionnel, ils ont à se former, tu sais, ils ont à suivre du perfectionnement, des cours, et tout était en anglais, puis là, on s'est dit, ben là, il faut faire quelque chose en français avec des professionnels en français, donc on a parti un centre de formation qui s'appelle CVM Formation, en français, avec des psychiatres, des psychologues, des médecins, qui donnent des formations sur le devenir mère, sur le devenir père, sur le deuil périnatal, tu sais. Exact. Ouais. Pour être dans pas le savoir, c'est vraiment dans le savoir-être, tu sais. C'est là-dessus que exactement, que Sachs, en tout cas, je cherchais mon mot. Alexandra Sachs. C'est ça? Non, mais je cherchais que le centre de formation, c'est vraiment là-dessus, l'arc. En tout cas, je cherche mon mot, mais il va revenir.
Ouais. Mais en français. C'est parce que justement, ça venait beaucoup de l'anglais. Et les recherches, d'ailleurs, sont, tu sais, je pense à Madame Reeves qui fait le devenir parent entre détresse et enchantement. C'est une formation qu'il y a sur CVM Formation. Et quand tu regardes la bibliographie, elle est majoritairement en anglais, mais sa formation, au moins, elle est en français. Tu sais. Fait qu'on essaie de pallier à cette difficulté-là que tout est en anglais tout le temps. Tu sais. Exactement. Mais merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. C'est tellement intéressant. Ben oui, pour je vais venir au show à Bordeaux, puis Moi, je veux venir à Québec. Je viens. En ce moment, il neige. Il y a une belle petite couche. On va avoir un bel hiver. Merci à toutes les deux, vraiment. C'était passionnant d'avoir votre point de vue. Et je comprends les Françaises et les Français qui viennent chez vous. Avec leur moon boots et leur manteau chaud. Il faut aimer l'hiver. Mais c'est vrai que vous avez une qualité de vie qui est chouette. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. Merci de l'invitation. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.